Bienvenue. On va démarrer. J'espère que ça va faire venir les inscrits qui ont eu du mal à se lever ce matin. Cette journée de rencontre réseau est dédiée, on va dire, de manière générale à la santé économique et morale, parce que ça fait partie des choses importantes, la santé au travail, de la filière économique en général et des musiques du monde en particulier pour ce matin. L'idée de la rencontre, en fait, elle vient de plusieurs choses, et notamment du fait qu'en 2022, on attendait beaucoup de communication sur le fait que c'était la reprise, tout allait bien, les publics étaient au rendez-vous, c'était magnifique, etc. Et par contre, au sein du réseau, il y avait beaucoup d'acteurs qui nous disaient, mais moi, la reprise, je ne la vois pas, c'est compliqué, les publics ne sont pas là, etc. Donc il y a deux choses l'une, soit c'était une dépression post-Covid et en fait tout allait bien et voilà, c'est juste la perception qui était déformée, ou en effet il y avait des choses qui s'étaient accélérées, donc ça valait le coup de creuser la question. Donc du coup on a lancé fin 2023 avec un peu de retard, on voulait la lancer dès début 2023, mais bon, avec les mouvements de personnel qui est au sein de Zone Franche et tout, on a pris un peu de retard. Mais en 2023 on a lancé une enquête comparative 2019-2022, dont je vais présenter très brièvement les résultats parce que ça donne des choses intéressantes à lire, et en même temps c'est déformant aussi parce que voilà, tout le monde ne répond pas et puis c'est des typologies d'acteurs différents, etc. Donc c'est à matiner de la parole d'acteurs, et c'est justement l'objet de la rencontre de ce matin, c'est-à-dire avoir les résultats de cette enquête qui ont été faits à l'échelle du réseau, Zone Franche, et matinée de la parole de membres de Zone Franche sur un panel qui se veut représentatif, qui croise production phono, production spectacle, lieux et festivals, tous centrés autour des musiques du monde. Voilà. Donc les intervenants de ce matin, que je remercie d'avoir accepté, sont Maïté Delin, qui est gérante de LMD Productions, Pierre-Alexandre Gauthier, fondateur de Z Productions et Inouï Distribution, Céline Lacombe, à côté de moi, qui est directrice du festival Les Nuits Atypiques, et Jean-Christophe Delcroix, directeur du Tamois Noir. Voilà. Et donc on va démarrer, et cet après-midi, donc il y aura un deuxième temps cet après-midi, on va défocuser. Cet après-midi, comme invité, nous avons le coordinateur de la Fidelima, Boris Collin, le directeur de la FMDT, Alban Cogrel. Nous aurons à nouveau Pierre-Alexandre Gauthier, mais avec sa deuxième casquette. Donc là, elle est bleue, cet après-midi, il aura la rouge, qui est aussi administrateur de la FELIN, la Fédération des labels indépendants. Et nous aurons Nathalie Rapaport de France Festival. Donc là, on est sur le focus un peu plus large des organisations, on va dire, et qui vont témoigner un peu de la réalité de leurs membres. Et du coup, avec des secteurs divers, le phono à nouveau, mais en vision globale, musique traditionnelle, musique et danse traditionnelle, les lieux de musique actuels, et France Festival, l'Angle Festival, et Nathalie Rapaport est par ailleurs directrice du Festival de Saint-Denis, donc avec aussi un regard sur une autre esthétique musicale. Donc voilà pour introduire toute la journée et les intervenants. Donc voilà, avant d'en venir du coup aux intervenants de ce matin, eh bien, je vais vous passer très rapidement le rapport de l'enquête. On va faire vite parce que, comme je dis, ça a ses enseignements, mais aussi ses travers. Donc, information générale sur les répondants. Au total, il y a eu 44 participants, donc 44 membres du réseau qui ont complété de manière intégrale le formulaire. Il y en a qui l'avaient ouvert mais qui n'avaient pas fini de le compléter. Donc 44 qui l'ont complété entièrement, mais pas tout à fait entièrement. C'est pour ça qu'au final, il n'y a que 41 questionnaires pris en compte, parce qu'il y avait des données qui étaient faussées sur 3 d'entre eux. Donc pour pas perturber la lecture, on va dire, on les a exclus de l'analyse. On voit la typologie des structures qui ont répondu. 22 en production de spectacle et 14 en programmation. C'est, on va dire, la majorité. Et puis après, il y a eu une relation presse, une production phono, un réseau, et 2 en formation, si je ne me trompe pas, dans les couleurs. Et sur les formes juridiques, on voit une grande majorité de structures associatives qui ont répondu,
et après quelques SARL, SA et auto-entrepreneurs ou entreprises individuelles par la suite, une à chaque fois. Donc voilà. Donc on est sur un petit échantillon, donc les données en effet sont pas. Enfin, voilà, c'est des unités, quoi. C'est pas des gros volumes, mais ça donne déjà quand même une typologie des personnes qui ont répondu. Donc l'idée de cette enquête, c'était d'avoir des indicateurs clés économiques basiques qui ne reflètent pas toute la réalité évidemment, mais qui quand même donnent des choses un peu objectivées. Et en l'occurrence, l'évolution de l'emploi au sein des structures et l'évolution économique, c'est-à-dire du chiffre d'affaires, des produits d'exploitation et des ressources propres inscrites au bilan, ce qui permet de voir un peu comment ont évolué les choses entre 2019 et 2022. Donc au niveau de l'emploi, on s'aperçoit qu'a priori sur les indicateurs, il n'y a pas eu du débauchage massif. Donc une fois de plus, c'est à matiner en fonction des structures, hein, puisque les équivalents temps plein, si on se réfère aux données qui ont été renseignées entre 2019 et 2022, augmentent de 17%. Donc a priori, entre 2019 et 2022, il y a eu de l'embauche, donc sans doute pas en 2020-2021, hein. On peut supposer que c'est plutôt en 2021-2022. Mais en tout cas, voilà, au niveau des ETP qui ont été indiqués, il y a un peu plus d'embauche. Il y a une chute sur les CDD, donc CDD hors intermittence du spectacle. Et par contre, on a eu beaucoup plus de CDD intermittents en 2022 qu'en 2019. Donc difficile d'analyser un peu ça. Peut-être qu'il y a une forme de précarisation si des CDD de droit d'usage sont passés en intermittent ou pas. Peut-être que c'est un statut qui correspond le mieux. Mais en tout cas, sur l'indicateur clé qui quand même est le CDI, on a plutôt une évolution qui est positive. Donc sur les éléments budgétaires, on a regardé les produits d'exploitation. Alors également, on va les mettre après en regard avec les charges, hein, parce que de croiser les deux, c'est quand même intéressant. Donc là, on est sur les sommes totales qui ont été renseignées pour les produits d'exploitation. Donc sur les sommes totales, on voit une légère évolution entre 2019 et 2022, ce qui laisse penser à un mieux-être. Sur les trois indicateurs, hein, que sont, enfin ça c'est des calculs qui sont faits automatiquement, sur la somme totale des produits d'exploitation, sur le produit d'exploitation moyen et sur le produit d'exploitation médian, on a à chaque fois des évolutions. Par contre, il est à noter quand même, il faut regarder le produit d'exploitation médian, qui donc veut dire il y en a la moitié qui sont au-dessus et l'autre moitié qui est au-dessous. On voit quand même qu'il y a une sacrée différence entre 279 000 euros et 22 000 euros. Donc ça veut dire quand même il y a des grosses structures qui ont répondu et qui du coup de fait biaisent la lecture des toutes petites qui ont répondu. Donc il faut faire attention à ça. C'est pour ça que dans l'analyse de ces chiffres, il faut quand même être assez prudent. Cependant, on voit quand même que des petites structures ont grossi, puisque désormais, en 2019, la moitié des structures avaient moins de 279 000, tandis que maintenant, c'est moins de 353. Donc, a priori, on est également sur un mieux-être, mais il faudra comparer avec les charges, parce que les produits, il y a toujours des charges en face des produits. Donc là, on a à peu près les mêmes informations qui sont données avec un focus sur les producteurs de spectacles et les programmateurs. Donc on retrouve à peu près les mêmes choses, c'est-à-dire une augmentation du produit d'exploitation du total, hein. On reste toujours sur les totaux, des producteurs d'un côté et des programmateurs de l'autre. Ça évolue, chez les programmateurs c'est une légère chute par contre, hein. Ça bouge un petit peu, mais on est quand même sur des échelles qui sont bien plus grandes à côté des producteurs. Donc on est sur les charges d'exploitation. Alors déjà si on regarde, je vais remonter rapidement, sur les charges, on est à 24 millions en 2022, mais si je remonte sur les produits, on est à 23 millions. Donc a priori, sur un total, on a plus de charges que de produits. Donc ça veut dire quand même qu'on est théoriquement sur des déficits. Alors les éléments de bilan derrière ne le révèlent pas forcément, mais ça révèle peut-être qu'il y a des distorsions justement dans ces chiffres-là. Donc à l'image des produits, forcément les charges d'exploitation augmentent également, que ce soit en somme totale, en moyenne ou bien en valeur médiane. Ce qui est logique à partir du moment où les produits augmentent, ça veut dire grosso modo qu'il y a eu plus d'activité a priori entre 2019 et 2022, ou si ce n'est pas plus d'activité, plus de coûts. On peut imaginer aussi que c'est l'augmentation énergétique par exemple qui peut provoquer cette distorsion sur les charges d'exploitation.
Donc c'est pareil, c'est quelque chose qui a matiné en termes d'analyse. Nous, on a les données évidemment brutes de charges, mais ces charges, quelles sont-elles? Est-ce que c'est sans doute des charges de personnel, on l'a vu, puisqu'il y avait eu des embauches, mais il peut aussi y avoir d'autres types de charges mortes, entre guillemets, c'est-à-dire l'augmentation de coût de la vie qui est impactée aussi sur les structures, l'énergie, etc. Donc ça, c'est un peu à matiner. Mais à chaque fois, si on regarde bien, on est en termes de charges au-dessus des produits. Donc ce qui tend à penser qu'on est sur un équilibre, somme toute assez précaire. Voilà, donc là on a un peu le même focus sur d'un côté les producteurs de spectacles et de l'autre côté les programmateurs, avec une augmentation également des charges d'exploitation pour chacune des activités. Ça fait un peu redondance. Et donc là, l'évolution des fonds propres, donc c'est ce qui est inscrit au bilan, si tout le monde a bien renseigné et compris la question. Donc on a a priori une augmentation des fonds propres. Alors ce qui, moi, m'interroge, c'est que c'est assez incohérent avec le delta qui est entre les charges et les produits, en tout cas entre 2019 et 2022, parce qu'on aura pour tendance à dire qu'il y avait du déficit. Or, si les fonds propres augmentent, ça veut dire qu'il y a eu des reports à nouveau positifs. Mais par contre, on sait quand même qu'en 2020, en 2021, pour ceux qui ont su jouer le jeu de toutes les aides et du quoi qu'il en coûte, il y a des structures qui sont sorties de la crise Covid plus consolidées que ce qu'elles n'étaient avant. Certaines ont même réussi à se sauver pour celles qui savaient, qui ont bien su jouer ces jeux-là. Donc finalement, c'est pas aussi incohérent de retrouver ça, puisque ça voudrait dire que voilà, pendant la période Covid, il y a eu à la fois les aides, etc. Les salaires ont pu être pris en charge par les mesures qui avaient été prises pour que les emplois soient aidés, etc. Enfin, le chômage partiel, etc. Tout ce qui avait été mis en place durant cette période. Et finalement, c'est venu consolider les fonds propres des structures. Donc, c'est pas non plus incohérent, mais une fois de plus, il faudra l'affiner avec le regard des divers acteurs. Les subventions, voilà des choses qui sont plus faciles à lire. Donc le montant des subventions augmente légèrement entre 2019 et 2022, donc à prendre en compte le fait qu'il y a dedans les aides au titre du Covid, c'est pour ça qu'on les a un peu extraites, parce que ça peut fausser la donne entre les aides qui ont été données sur une année et qui parfois, avec les jeux comptables de produits constatés d'avance ou de fonds dédiés, peuvent se reporter sur les années suivantes. On peut dire que l'aide Covid sont venus augmenter réellement ou facticement, je ne sais pas comment il faut le dire, les subventions d'exploitation. Donc toujours pareil, on est sur le montant total d'un côté et sur la moyenne par structure. Donc on voit bien le delta quand même entre le total et la moyenne. Donc ça veut dire quand même qu'il y a des structures qui sont nettement dotées dans celles qui ont répondu par rapport à des plus petites qui vont être peu dotées, voire pas dotées du tout avec zéro subvention, quoi. Et donc en gros, c'est le total général et on a à nouveau fait un distinguo pour mettre en avant sur les productions de spectacles et les programmateurs les subventions. Donc là, c'est pareil, on voit une augmentation côté producteur de spectacles assez significative, je la trouve même assez bizarre, donc je me demande parfois si cette rubrique-là a été bien renseignée, parce que quand même plus 75%, quasiment x2. Je ne suis pas sûr que les producteurs de spectacles, Maïté témoignera, je ne suis pas sûr que les subventions aient doublé. Donc ça me paraît un peu curieux, mais admettons, ça je ne peux pas faire mieux que les chiffres qu'on nous a fournis. Et une légère baisse de subventions chez les programmateurs, ce qui peut être tout à fait logique lorsqu'on regarde la nature des subventions, où on voit en effet une forte baisse des subventions du côté des collectivités territoriales. Or, les programmateurs sont plutôt aidés par différents organismes, évidemment les DRAC, l'État, le CNM, etc., mais aussi en tant que structure territoriale par les collectivités. Et il y a une forte chute des subventions des collectivités, en tout cas pour les personnes qui ont répondu au questionnaire et selon les données qu'on nous a faites, et la baisse aussi des OGC qu'on constate un peu partout. Voilà. Voilà grosso modo sur la partie subvention. Hop. Et donc si on regarde l'évolution par activité, donc c'est-à-dire vraiment sur les activités elles-mêmes, le nombre de représentations, alors sur le côté production de spectacle, le nombre total de représentations vendues, coproduites ou choralisées, on est en légère baisse. Donc là on voit que l'activité elle diminue. Donc, du coup ça nous ramène sur les charges et les produits qui ont augmenté et surtout les charges
partir du moment où l'activité diminue, si les charges augmentent, ça veut bien dire qu'il y a des coûts de structure ou des coûts qui ont augmenté du fait de l'inflation ou autre. Donc voilà, donc on voit une chute tant bien au niveau du nombre total de représentations que sur la moyenne des représentations vendues. Voilà. Par contre, la part des représentations à l'étranger, elle, augmente. Donc il faudrait croire que c'est plutôt en France que ça décline, si on croit ces indicateurs-là, en tout cas, et ce qui a été renseigné. Sur la partie programmation, on voit aussi une chute. Là, pour le coup, c'est assez global. Une chute du nombre de représentations, une chute de moyenne de représentation par programmateur, donc ça programme un peu moins, ce qui n'est pas incohérent avec la chute des subventions qu'on a pu voir d'ailleurs. On voit une chute également sur le montant total des produits de billetterie, du moins si on se réfère également aux données qu'on nous a renseignées, on ne peut pas aller plus loin que ça, hélas. Et le montant moyen des produits de billetterie, donc soit le total, soit le montant moyen, dans les deux cas, ça diminue de la même manière. Voilà sur ces indicateurs clés-là. Donc voilà, donc comme je le disais, ça donne certaines perspectives, ça donne quelques clés, on va dire, de compréhension ou de lecture, mais ce n'est pas une fin en soi, ça éclaire un peu le propos. Et là, l'idée, justement, c'est d'avoir un peu le témoignage, un peu des acteurs, voilà, de voir un peu si déjà ces chiffres, ce que ça vous évoque, et de votre place et de la place de vos collègues, ce que vous avez à dire un peu sur cette chose-là. La question aussi que ça pose, ces chiffres, c'est que ça décroche peut-être pas tant que ça en 2022, mais peut-être que le décrochage, il est plus fort en 2023. C'est aussi cette question-là que ça vient poser. Parce que dans la campagne d'adhésion, on n'a pas tous ces indicateurs, sinon c'est compliqué pour les membres de remplir les renouvellements de cotisations annuelles. Mais on a quand même gardé quelques indicateurs clés dont on voit qui chutent derrière aussi. Donc voilà, donc ce sera à matiner dans le long terme avec les campagnes d'adhésion et le fait qu'on relève maintenant un peu systématiquement ces données-là. Voilà. Donc maintenant, parole à vous. Je vais suivre bêtement l'ordre alphabétique. On va démarrer par, par Maïté avec un. Ah oui, mais ton nom c'est Delin. Donc Maïté qui est donc gérante de LMD Productions et voilà, donc en tant que productrice, déjà sur ce passage de 2019-2022, sur ce post-Covid, que constates-tu? Et à un moment donné, on va s'extraire quand même aussi de cette analyse post-Covid, c'est quand même loin derrière nous. Le but du jeu aussi, c'est de voir les évolutions propres aux musiques du monde qu'il y a actuellement. Il y a d'autres choses qui sont en jeu, les changements d'équipe, etc. Donc le but du jeu, c'est d'en discuter aussi. Voilà. Eh bien, bonjour, ça marche? Oui. Alors, moi, je dirais, bah oui, en fait, faut qu'on sorte de ça parce que 2022, c'était un peu une année, non pas exceptionnelle, mais déjà 21, on a été aidés beaucoup. Il faut être clair, nous, les producteurs. Et 22, du coup, on a reporté des concerts. Enfin, ça a été, pour beaucoup de gens, c'est une année, non pas bénéfique au sens, mais c'est pas une année habituelle, quoi, on va dire. C'était pas un fonctionnement normal. Donc moi, je sais que j'ai fait une bonne année en 2022, par exemple, mais il faut pas s'arrêter là parce qu'en fait, c'est 23 qui montre un peu ce qui est en train de se passer. Et en fait, c'est là que les problèmes commencent. Et 24, je pense que c'est aussi dans la même lignée. En gros, on se retrouve. Moi, je sais qu'au BIS, j'ai discuté avec des camarades producteurs et on s'est tous dit qu'en fait, notre activité a baissé en 23 et en 24. Alors, je sais pas, il y a peut-être des gens comme Guillaume qui peuvent dire si je suis moi un cas à part ou si c'est un peu général. Il y a des groupes qui tournent. Alors, il y a tout de même quelques groupes qui arrivent à bien tourner, mais d'une manière générale, notre activité a baissé. Parce que 23, il y a aussi donc il y a eu un afflux de projets qui a émergé à la fin du Covid. Donc les programmateurs se sont retrouvés dans une masse de projets dans lesquels ils devaient choisir. Donc ça a baissé ça nous a baissé nos capacités. Et 23 est arrivée la guerre en Ukraine, si je me souviens bien. Je ne sais plus où on en est dans les dates. Alors c'est un peu. Et à la fin de 23 est arrivé le problème des fluides. Et donc 24, il y a une répercussion immédiate où beaucoup de lieux ont diminué leur programmation, ont baissé leur budget. Et je pense que le problème, c'est vraiment se pose maintenant
sur les années qui vont venir, sans parler des baisses qui vont avoir lieu dans les subventions. Je pense que là, on est en train d'arriver devant un moment où ça va devenir assez compliqué de faire tourner des artistes et d'avoir des tournées de 15 dates comme on avait avant. Moi, je le vois comme ça. C'est-à-dire que là, en plus, il y a un changement de fonctionnement. Je pense que le Covid, je sais pas, ça a cassé quelque chose dans la manière de travailler des gens, je pense. Moi, je suis dans ce métier depuis un petit peu de temps, on va dire, quelques années. Et je ne reconnais pas la manière de travailler des gens. En gros, alors je ne suis pas pessimiste, hein, parce que moi j'ai toujours été optimiste et je me bats, mais on ne peut plus joindre les gens, on ne peut pas leur parler, ils sont en télétravail, ils ne répondent pas aux mails, ils ne veulent pas recevoir de courrier, les newsletters, on ne sait pas si ça arrive ou non, mais on sait que ça arrive parce que parfois ils écrivent, mais en même temps je l'entends parce qu'ils sont submergés de propositions. C'est-à-dire que ce n'est pas une critique, hein, ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, ils ne savent plus donner de la tête. Et même des bons camarades m'expliquent, on ne peut pas répondre. On est dépassé par l'offre. Et donc, ça, pour nous, c'est questionnant. Par ailleurs, on a des générations de programmateurs qui s'en vont. Donc, on a de nouveaux programmateurs qui arrivent, qui connaissent peut-être d'autres milieux culturels, mais pas forcément les musiques du monde ou pas forcément le jazz. Donc, il faut recontacter ces gens, réessayer de créer du lien. Donc, on est devant une situation un petit peu étrange. Voilà. Donc, il y a certains artistes. Alors, je travaille avec des artistes connus, reconnus, anciens, expérimentés, comme je dis, pas anciens mais expérimentés, et des jeunes artistes. On se rend compte aussi que ça marche plus comme avant. C'est-à-dire que les artistes connus, reconnus ne sont peut-être pas connus, reconnus par les nouveaux programmateurs. Voilà. Et tout ça fait qu'en fait, on est en train de réfléchir comment faire pour passer à travers de tout cela. Et donc, c'est devenu assez compliqué, en effet, de pouvoir monter les tournées. Donc, ça veut dire que sur les chiffres d'affaires, moi, je sais que 2022, alors 2021, on a été aidé, donc il n'y a rien à dire. 2022 a été une année bonne, et depuis, ça descend. Parce qu'on est confronté à tous ces problèmes, et il faut trouver des solutions pour passer outre cela. Très bien. Bon, j'ai plombé. T'as plombé? Non, t'as pas plombé, mais c'est la réalité. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour évoquer mais ça. Je ne suis pas pessimiste, hein, en même temps. Oui. Hein. C'est, voilà. Mais après, c'est aussi, on dégagera, parce que l'idée, c'est de faire un constat, mais un constat, il est dépressif si on s'y arrête. Oui. Après, l'idée, c'est aussi de réfléchir au mode d'action, évidemment de structure par structure, mais aussi en tant que collectif, entité, réseau, sur quoi on peut agir, quoi. Alors, je peux tout de même dire, parce que bon, hier, il y a quelqu'un qui m'a fait la retape de mon groupe, c'est que dans ce petit marasme, qu'on va dire, il y a un groupe qui sort de ce marasme, mais qui propose quelque chose, et on en parlait parce que bon, qui propose quelque chose de non pas peut-être pas nouveau, peut-être nouveau sans être nouveau, un concept de partage et une nouvelle manière d'aborder la musique. Hein, on parlait des balles. Le milieu du bal est en train d'exploser. Enfin, je ne sais pas si vous en avez. Et là, par contre, alors c'est un phénomène. Là, c'est-à-dire que là, pour eux, j'ai plein de concerts. Et donc, je me dis peut-être aussi qu'il y a des choses, des nouvelles manières pour un certain public, pour retrouver des choses qu'on avait un peu oubliées, parce que le bal, ça existait avant, ou ça a toujours existé d'ailleurs. Hein. Mais il y a aussi peut-être, le public attend aussi autre chose en plus. Ça ne veut pas dire à la place attention, hein, à la place du concert dit traditionnel qu'on connaît tous, mais peut-être qu'il y a aussi quelque chose d'autre à réfléchir, à offrir aux gens pour ensuite les amener. Par exemple, j'ai un exemple très simple, le Théâtre de la Ville de Paris. Le Théâtre de la Ville de Paris, il essaye de faire venir des nouveaux publics. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait du bal pour essayer de faire venir un nouveau public dans son théâtre. Voilà. Donc je me dis qu'il y a des choses nouvelles aussi peut-être, la manière d'aborder la musique à réfléchir. Et j'ai même pas dit le nom du groupe. Hein. Bon allez, c'est le manche-balle. Le manche-balle. Ouais, on abordera la question en effet des autres manières de travailler, parce que c'est aussi ça, à un moment donné, on peut mettre en cause les politiques publiques, mais on peut aussi réfléchir sur les manières de travailler de chacun et de chacune. Merci pour la vision production spectacle. On va passer à la vision production phono avec Pierre-Alexandre.
Parce qu'au niveau du phono, il y a, il y a ces mêmes constats qui sont posés. Il y a bien d'autres enjeux également, hein, évidemment, mais Ouais, alors, moi je rejoins le constat de Maïté. 2022 était plutôt une bonne année, 2023 une petite chute. Après, la partie phono, elle est complexe et particulièrement en ce moment, il y a beaucoup de choses qui bougent. Sur le phono, on a eu en même temps que la crise Covid l'arrêt rap sur les droits voisins, donc ce qui a expliqué une chute quasi vertigineuse des subventions des OGC. À ceci s'est ajouté la GRM, la garantie de rémunération minimale sur les contrats d'artistes où on est obligé de faire des avances. Et donc quand on représente comme nous des petites structures protéiformes qui produisent des disques mais qui vivent essentiellement du live, on voit une érosion arriver, et particulièrement en ce moment, il faut des niveaux de compétences absolument gigantesques pour faire du contrat d'artiste, des bacs plus 42 pour maîtriser la GRM, les avances, les états de royalties, etc. Et donc là, il y a petit à petit, à mon sens, un abandon du contrat d'artiste et de plus en plus de contrats de licence qui arrivent. C'est-à-dire que on est sollicité au quotidien. En fait, les compétences phono sont en train, à mon sens, de disparaître chez les petits acteurs. Il ne faut pas le cacher, on a traversé une période, si ce n'est bénie, en tout cas, où on pouvait bénéficier de divers soutiens, que ce soit et on peut toujours, hein, crédit d'impôt, fonds PEPS, aide d'OGC, etc. Et on produisait dans les collectifs ou dans les musiques dites du monde, traditionnelles, jazz, on produisait un album pour pouvoir accompagner un artiste sur la tournée derrière, à une bonne vente en jazz. C'est rien, Guillaume, tu me diras, une bonne vente en jazz, c'est quoi? C'est 1000 pièces, à peu près. Moi, en tant que distributeur, voilà, c'est 500, 1000 pièces sur un album qui va coûter entre 25 000 et 45 000 euros à produire. Il n'y avait pas vraiment de sens sur l'économie phono. Par contre, il y a l'œuvre d'art, pour moi, c'est encore le disque. Et donc, ça génère la presse, ça génère la tournée derrière, etc. etc. Donc on voit, à mon sens, une précarisation arriver au détriment des artistes, puisque pour le coup, les contrats d'artistes, on peut dire que beaucoup de choses des producteurs, mais un contrat d'artiste, c'est un peu le contrat Père Noël quelque part. On va payer le réalisateur, le studio, les salaires, etc., etc. Certes, on est propriétaire des masters, ça c'est un autre débat. Mais donc là, voilà, moi je vois de plus en plus de collectifs. Alors nous, chez Inno Distribution, on est distributeur physique et numérique, et on voit un flot de questions et de niveaux d'incompétence de plus en plus important sur le phono. C'est quoi un code ISRC, comment ça marche la SCPP, le CNM, etc., etc. Et pas parce que les gens sont bêtes, c'est juste parce qu'ils ne peuvent plus vivre de ça. Et à ça, on rajoute. Alors j'essaierai d'avoir des notes d'optimisme hein, aussi. J'y ai pensé dans le train ce matin. Je me suis dit, il faut que je fasse gaffe, je ne vais pas plomber la journée. Mais on rajoute là-dessus le streaming avec ses réformes. Donc juste pour redétailler, pour ceux qui ne le savent pas, Spotify a décidé de ne plus payer les titres qui font moins de 1000 écoutes sur 12 mois glissants. Alors pour eux, et pour beaucoup, c'est dire ça fait quelques euros, c'est pas grave. Pour moi, c'est un gros problème de grand principe. C'est-à-dire, on dit à des gens, votre musique n'a plus aucune valeur. Et on prend la musique de nos artistes, jazz, musique du monde, musique trad, pour donner les petites sommes à Taylor Swift. Ça représente quand même 60 millions d'euros par an. Et au moment où nous, on commençait à s'intéresser au numérique et au streaming, on envoie un signal en nous disant, ça ne sert à rien, vous n'allez pas être payé. Donc ça génère aussi des effets induits où maintenant, sur le streaming, c'est le single qui va prendre le pas sur l'album. Donc on va sortir que des singles. Donc là, il faut se re-questionner sur nos métiers, sur le phono, parce qu'on le voit tous, on vend, moi le premier, des CD et des vinyles. Les CD, on ne peut plus les écouter dans les voitures, on n'a plus le lecteur CD sur les ordinateurs, bref. Mais on a construit un système avec nos OGC, les droits voisins, pour financer l'album et pas financer les singles. Donc déjà, on a un problème d'adaptation à réfléchir ensemble. Deezer a fait à peu près le même principe en disant on va pour les titres, enfin les artistes qui ont plus de 500 auditeurs uniques et 1000 écoutes, on va augmenter leur rémunération.
Donc ça va de x2 à x6. Et pour ceux qui sont en dessous de ces seuils, c'est divisé par 2. Ça représente 98% du catalogue. Hein. Sur Spotify, c'est 86% du catalogue qui est démonétisé. Excusez tous ces chiffres, mais c'est quand même important de le noter. Ça, avec la taxe streaming, qui est une bonne chose, qui est arrivée par-dessus, bilan, ça a rendu tout ça illisible. Et au 1er avril, là, Spotify attaque ces changements de rémunération. Donc on va le voir sur la fin de l'année. Donc je pense que beaucoup de choses ont commencé à se jouer en 2023, commencent à se jouer en 2024. Des changements de critères du CNM aussi pour l'aide phono, qui parfois sur nos petites structures nous rendent inéligibles. Donc une fois de plus, moins d'aide, donc moins de contrats d'artistes, etc., etc. Après, dans l'aspect positif des choses, c'est qu'on remet en question tous nos métiers, comme chaque année, que je pense qu'il y a des mutualisations à réfléchir ensemble, notamment sur cette partie phono. Après, sur la diffusion aussi, se posent pas mal de questions. En fait, c'est juste le millefeuille administratif et le millefeuille technique que je trouve extrêmement complexe et qui peut générer aussi un désintérêt de nos professions, vu les niveaux de rémunération qu'on propose aussi à côté pour faire nos métiers. Mais le côté positif, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de musique. Nous, en tant que distributeurs, on reçoit de la musique de qualité tous les jours. Maintenant, comment on la commercialise, comment on peut réfléchir ensemble à aussi prendre notre place. Moi, ce qui me fait très très peur, c'est j'essaie de défendre modestement au CNM la diversité et le fait que le CNM n'a pas à aller du côté commercial des choses. Ils sont là pour défendre nos esthétiques et nous laisser prendre nos quelques pourcents de parts de marché qu'on avait avant dans le monde physique et qu'on doit avoir sur les plateformes de streaming. Et là, moi, j'ai peur que tout ça nous raye d'un trait de plume, quoi. Les musiques du monde, musique trad, jazz, sur les plateformes de streaming, que ce soit réduit à peau de chagrin. Moi, j'ai essayé d'être positif, ça n'a pas été une réussite, je suis désolé. Si, il y a des choses positives à dire dans le sens où il y a des choses qui se travaillent, y compris au sein du réseau. Pour ceux et celles qui étaient présents à l'AG hier, on est sur un projet qui s'appelle La Percée, dont l'objectif est de travailler sur la question de la découvrabilité des musiques du monde, des contenus francophones labellisés musique du monde en ligne. Et, ça passe par diverses choses, expositions, ateliers, etc. Et notamment un travail de recherche dont le directeur de recherche est Destiny Tuali, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Québec à Montréal, qui est multi-expert, expert OIF, expert UNESCO sur la question de la diversité culturelle et de la découvrabilité, et qui était expert aussi pour le ministère de la Culture au Québec, et qui ont travaillé au Québec une loi justement sur la question de la découvrabilité et de la visibilité de certains contenus sur les plateformes numériques. L'exposition La Percée, que certains ont peut-être vu au Babel Music XP, parce qu'on l'a amené là-bas. On l'amènera à d'autres endroits. Ils ont fait par exemple des tests où, avec une recherche très précise sur les moteurs de recherche, etc., mais malgré une recherche très précise, on a d'abord des contenus mainstream qui sont proposés, alors que pour le coup, la recherche est assez précise. Donc ce projet va venir questionner tout ça et mettre en place un manifeste, un plaidoyer dont il faudra se saisir en tant que réseau, en tant qu'acteur, etc., pour amener auprès de nos institutions et instances, comme le CNM, mais aussi le ministère de la Culture, la question de la législation. Moi, par exemple, je trouve assez sidérant que Spotify décide lui-même qui rémunère, qui ne rémunère pas. Enfin, à un moment donné, on est dans un état de droit, il devrait avoir aussi de la régulation. Je sais que ce n'est pas la mode, hein, on est dans la libération. Il faut libérer les énergies, hein, selon l'idée libérale dans laquelle on est, mais les entreprises, ça se contraint aussi. Ouais, et puis la France peut donner l'exemple. Elle le fait avec la taxe streaming, hein, d'ailleurs. Après, voilà, on pourrait avancer aussi sur les droits voisins. S'il y a une possibilité de les intégrer au streaming pour pouvoir avoir justement aussi des subventions liées à ça. Et puis il faut voir aussi que le CNM, il est tout jeune. Enfin, il a quoi, 4 ans, et que c'est le moment pour nous d'aller faire du lobbying et puis de défendre aussi notre travail au quotidien. Et je pense qu'il y a peut-être un peu naïf, mais je pense qu'il y a une écoute de leur part, si ce n'est une bienveillance sur nos activités.
D'accord. En tout cas, dans les deux cas, que ce soit production phono, spectacle, on s'aperçoit qu'il y a des changements. C'est pas les mêmes, évidemment. Mais quand même, l'écosystème change. C'est soit les personnes qui changent, les programmateurs, etc. Ou soit la manière de diffuser le phono via les plateformes et ce mode de rémunération qui est un peu, qui est un peu différent et qui peut même être interrogé. On en parlait lorsqu'on préparait la rencontre de cet après-midi. Avant, quand on achetait un CD, on le payait 20 balles à la FNAC et qu'on achète un truc qu'on allait écouter 20 fois dans le mois ou 5 fois dans le mois, on avait payé 2 fois 20 balles en fait. Et aujourd'hui, avec ce mode de rémunération à l'écoute, ça vient créer de la distorsion, quoi. Parce que du coup, c'est comme si on avait acheté le CD qu'on avait écouté 20 fois, 50 € et l'autre 1,10 € en fait. Donc ça distord Ouais, un peu le on peut le voir dans les deux sens. C'est vrai que si on commence à regarder la rémunération au stream, alors après, il y a un débat sur la rémunération. Là, passer du market centrique à l'artiste centrique, ce qu'ils ont fait là, c'est pas une solution, mais bon, l'user centric, qui était la rémunération au titre écouté, c'est quelque chose qui, à mon avis, est intéressant. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que maintenant, la consommation de musique sur les plateformes de streaming, c'est devenu une rente. C'est comme une location de notre musique. Et ce qui explique que des fonds de pension qui n'ont rien à voir avec la musique et qui s'en foutent complètement se mettent à acheter des catalogues parce qu'ils ont des taux de rentabilité comme des locations d'appart. Et à nous aussi de nous poser les questions de comment nos répertoires peuvent être suggérés, comme tu le disais, aux personnes qui écoutent notre musique, et personne ne me fera croire que nos consommateurs, entre guillemets, ne sont pas sur les plateformes de streaming. Il y a un moment, il va falloir, c'est comme les réseaux sociaux, etc., il faut qu'on apprenne à travailler cette partie numérique. Et là, il y a un chantier absolument gigantesque devant nous. Ok, merci. On va passer du côté des programmateurs et on va démarrer par Céline, directrice du festival Les Nuits Atypiques. Donc peut-être tu peux présenter un peu ton festival, nous dire ce qui a changé pour toi. On ne va pas focaliser sur la crise Covid une fois de plus, elle est déjà loin, mais quand même pour rester dans la logique du regard qu'on a apporté en introduction 2019-2022, mais aussi donc du coup 2023. Est-ce que les choses vont mieux, vont moins bien? Quelles sont les difficultés nouvelles ou les choses positives aussi et que tu peux voir sur le terrain? Bonjour. Alors, juste pour contextualiser, Les Nuits Atypiques, c'est un festival itinérant en milieu très rural. Donc, c'est sur un grand territoire. Donc, 13 communes ou 12 communes, par exemple, seront couvertes cette année. Et sur un temps long, le festival dure 2 mois actuellement. Et sur des petites jauges. Voilà, donc déjà, un peu pour poser le contexte. Donc je ne vais pas trop revenir sur 2020, mais juste dire que nous, on a fait partie des structures qui se sont reconsolidées et pérennisées pendant le Covid, en accomplissant l'espèce de tour de force à la fois de maintenir une solidarité avec les artistes en donnant des indemnités et voilà, en même temps en préservant notre structure. Et ça a été possible grâce à notre ancrage territorial, grâce aux forts liens qu'on a avec les institutions et également aux liens qu'on a développés avec les collectivités locales et les communes, qu'on a réussi à convaincre de maintenir tout ou partie de leur soutien en expliquant ces enjeux de solidarité, etc. Donc voilà, 2020, on a réussi à se consolider et on partait d'assez loin, donc c'est plutôt positif pour nous. Nous, l'année de reprise, c'était 2021. Puisque du fait de notre formule, du fait de nos petites jauges, du fait qu'on soit beaucoup en extérieur, sur des petits lieux, etc., on a eu beaucoup de souplesse, ou je sais pas, il y a d'agilité, c'est le mot aujourd'hui, donc qui nous a permis de fonctionner pratiquement pleinement. Tout en jonglant évidemment avec le contexte qu'on connaît et les choses qu'on a dû mettre en place au fur et à mesure, etc. Et avec encore la peur du Covid. Mais voilà, nous, 2021, ça a été notre année de reprise où on a de nouveau atteint notre plein public, qui n'est pas énorme puisque c'est 2500 pour nous. Mais voilà, on est revenu dans nos rythmes de croisière, etc. 2022, du coup, c'est l'année de la reprise de tout le monde. Donc de ce fait, ça a été plus compliqué pour nous parce que ça a été un peu le grand lâchage sur le territoire
avec tous les projets qui étaient empêchés jusque-là qui sont revenus. Et puis un gros besoin, il y a eu plein d'idées aussi qui ont émergé pendant que les gens travaillent chez eux, etc. Donc il y a plein de nouveaux projets qui sont arrivés. Et puis aussi une sorte de... Tout le monde a fait tout un tas de trucs, les comités des fêtes, enfin c'était la dinguerie sur le territoire. Donc ça a été un poil plus compliqué et nous on est parti un peu, on est tombé un peu quoi, 2000 personnes, un peu plus de 2000 personnes, voilà. Même si on a quand même augmenté nos budgets un peu, mais également comme les autres augmenté nos charges un peu plus. Voilà. Mais ça va, et puis de toute façon ça fait partie des projets et des variations des projets, etc. Donc 2023, 2023 ça y est, on est reparti sur nos jauges, on a renforcé notre billetterie, mais c'est lié à des stratégies aussi de renouvellement des publics, etc. Donc on va dire, on est pas mal. Après, pour vous préciser par rapport aux chiffres qui ont été donnés tout à l'heure, nous on est sur des budgets total à l'année, entre 190 et 210 000 euros. Donc autant vous dire qu'on a quand même appris à faire beaucoup de choses avec très peu de moyens. C'est aussi c'est cette souplesse qu'on a, mais qui n'est pas toujours évidente. Quand on nous demande est-ce que ça va, on peut arriver à répondre ouais, on est un peu fatigué. Voilà. Donc ça va parce qu'on sait faire beaucoup avec peu et qu'on a une gestion hyper économe et parce qu'on a vachement réduit aussi sur la technique et qui est du fait de notre passage à l'itinérance quand même. Donc une possibilité pour nous est carrément en raccord avec des questionnements de comment sobriété environnementale et tout ça, donc ça c'est très bien. Ça va aussi parce qu'on bénéficie encore de partenariats solides et ancrés avec les institutions, avec les collectivités locales, etc. Mais on n'a pas encore, par exemple, toutes nos réponses pour 2024. Donc ça reste un peu en attente. Ça va aussi parce qu'on s'inscrit dans de très fortes dynamiques de collaboration qui permettent la mutualisation des savoir-faire, compétences, moyens et des énergies. Voilà. Et ça va parce que ce qu'on fait, en fait, ce qu'on propose, ça reste quasiment de l'ordre du service public, que ça continue à faire sens pour nous, que quand on regarde le contexte politique, géopolitique, et quand on croit encore que le partage des musiques et des cultures, ça encourage l'intercompréhension, ça participe à lutter contre la violence, l'exclusion, le racisme, etc. Et que ça favorise l'être ensemble, ça nous permet de ne pas perdre le sens. Donc, c'est ce qui fait que ça va. Maintenant, tout ça, ça nous permet un peu de compenser nos manques de moyens financiers et nos manques de moyens humains qui génèrent de la frustration dans nos actions et quand même pas mal d'épuisement. Voilà, on se donne quand même. Ça compense le devoir d'être partout et tout le temps. Et un peu de multiplier les projets pour maintenir nos financements. Ça compense les surcharges qui sont liées à la gestion des diverses et nouvelles injonctions qui sont là, qui arrivent tous les ans. Alors c'est des injonctions qui portent souvent sur des sujets carrément nécessaires. Mais voilà, qui arrivent chaque année avec notamment des éco-conditions. Et donc ça ne veut pas dire qu'on ne bosse pas déjà sur ces sujets qui nous tiennent à cœur depuis de nombreuses années, mais ça veut dire que tout ce qu'on doit mettre en place se rajoute à chaque fois. Et voilà, il faut s'adapter, renforcer, justifier, et ça demande un temps de dingue. Voilà, ça compense aussi, ça permet de tout ce que je disais avant, ça permet aussi d'encaisser la surcharge liée à la complexification administrative.
la multiplication des dossiers, etc. Et ce temps administratif qu'on consacre dans notre travail, c'est, je sais pas, c'est plus de... Pour moi, j'ai l'impression que c'est 60-70% de mon temps. Et ça m'éloigne carrément des sujets qui font sens pour moi, et qui est donc l'artistique, hein, et les artistes qu'on veut valoriser et accompagner. Et voilà. Et après, alors je passe pour nous, qui sommes, donc je le répète, en milieu très rural, la question des déplacements. Voilà, où aujourd'hui les moyens semblent quand même être clairement orientés sur la liaison intermétropole. Et nous, dans nos territoires, on a vraiment besoin de transports locaux efficaces et du quotidien. Et ça vient en plus voilà, mettre la cerise sur le gâteau. Voilà. Mais sinon, ça va être l'été, il va faire beau. Et voilà, on va continuer à défendre nos valeurs, à défendre les événements, à défendre les artistes, à essayer de les mettre en proximité un maximum avec les personnes, et en espérant que ça serve encore l'intérêt général. Voilà. Ok, merci. Ben, c'est presque exemplaire si ça va tant que ça. Mais je note quand même qu'il y a quand même des distorsions. C'est-à-dire que, bon, déjà, la grosse chute qu'on a vue sur les collectivités, visiblement, de ton côté, tu ne la subis pas. Ça a l'air d'avoir continué à suivre. Ben, j'ai pas eu la totalité de ce qui était prévu, mais quand même, les partenaires se sont accrochés, et c'est bien. Ouais. Mais on a fait un gros travail, hein, notamment auprès des collectivités, CDC, communes, etc., pour lesquelles ce n'était pas du tout la priorité. Et ça a été un gros travail presque de lobbying, hein, comme tu disais, et où on a vraiment argumenté, et du coup, pour pas qu'ils nous lâchent, et ça a fait aussi jurisprudence pour d'autres acteurs culturels qui ont pu en profiter aussi. Et par contre, ce que je note, c'est que quand même la structure, on va dire, est en interne en tension, parce que vous êtes comment dire, une toute petite équipe pour gérer tout ça, avec multicasquettes, surcharge de travail malgré tout. Donc ça va aussi, mais selon certains sacrifices humains quand même. Ben, clairement. Alors les nuits atypiques, bon, on a un CA évidemment avec des personnes actives, chacun à sa proportion. On a un bureau engagé de 5 personnes, et après nous sommes 3 à l'année, entre guillemets. Donc un poste de direction générale et direction artistique qui est le mien, mais je m'occupe aussi pas mal de l'administratif et de la com. Et j'ai une collègue coordinatrice qui s'occupe de la prod, et j'ai une nouvelle collègue qui me soulage sur la com. Et on a chaque année 1 ou 2 volontaires, que ce soit stage ou service civique. Donc effectivement, c'est un travail passion, mais ça a des conséquences aussi sur le temps qu'on y passe, le temps de sommeil, la vie de famille, etc., etc. Mais on le fait parce qu'on y croit, en fait, et on le fait parce que ça fait sens. Mais des fois, la limite, alors qui est carrément personnelle, parce que peut-être qu'aussi je fais une dépression post-Covid, du coup, tu vois, après la postpartum. Mais ça fait sens, mais des fois, c'est limite quand même. C'est limite, et quand tu commences à plus savoir trop ce que tu fous et pourquoi tu fais ça, et quand tu perds le cœur, en fait, parce que je crois qu'on a un métier quand même qui est sensible, mais comme c'est un métier de production, tu défends quand même quelque chose. Et quand tu perds le cœur que tu mets dans ta prog, dans ce que tu as envie de défendre, bon, ben, voilà, faut pas lâcher la sensibilité. Et effectivement, c'est tendu. Alors c'est tendu, et on est dans cette situation parce qu'il a fallu justement à un moment, on a perdu beaucoup, notamment au passage du festival fixe à l'itinérance, et qu'à ce moment-là, il a fallu continuer à fonctionner avec des moyens extrêmement réduits. Et donc, on sauve les meubles, et on apprend à faire beaucoup avec peu.
Mais ça nous met dans des situations comme ça où maintenant on attend toujours beaucoup de nous et il est très difficile de dire qu'on va demander plus pour faire la même chose. Et en sachant qu'après aussi, en termes de gestion d'équipe, je crois que vous n'êtes pas tous permanents, voire même aucun. Oui, bon, ben voilà. Donc non, mais c'est quelque chose à mettre en avant aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les structures elles fonctionnent sur une précarisation de leurs salariés et de leurs équipes. On est responsable en partie des chiffres d'augmentation de ces DDU, ouais. Donc un festival comme ça tourne en étant sur des équipes intermittentes, à un moment donné, ça pose question non pas sur le festival lui-même, qui justement s'adapte à une certaine réalité pour continuer à fonctionner, etc. Mais on voit que quand même ça précarise les gens qui travaillent. On va peut-être passer du côté, alors c'est pas itinérant, le Tamanoir est bien ancré, bien sur place, mais on change de casquette de programmation pour passer sur un lieu de musique actuel. Du côté du Tamanoir, quels sont un peu l'état des lieux, la situation aujourd'hui, 2019, 2022, 2023 et au-delà, les perspectives, les publics sont-ils revenus ou pas? Voilà, quelle est ta vision un peu de la situation? Alors, déjà, j'espère que vous allez bien, parce que voilà, c'est important aussi pour que nous on aille bien, que voilà, ça fait partie aussi quand même de la philosophie, de la psychologie positive, c'est important. Alors, je voudrais déjà, moi je partage beaucoup de points communs, alors même si on est vraiment dans une typologie complètement différente, donc le Tamanoir, salle en banlieue parisienne, dans un quartier populaire, au bout de la ligne 13, et salle de petite jauge, 240 places. Voilà. Mais il y a quand même beaucoup de points communs que je partage avec les nuits atypiques. Alors déjà, nous, on fait partie aussi des structures qui, pendant la crise, grâce à la crise Covid, c'est un peu bizarre de dire ça, mais ça nous a permis de nous renflouer. Voilà, et tout en payant les artistes, les techniciens, c'est-à-dire tout en assurant vraiment un rôle de solidarité. Ben, c'est vrai qu'on a fait beaucoup d'économies parce qu'on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait faire. Et donc ça s'est transformé, on en parlait hier, voilà, en fonds dédiés. Fonds dédiés donc, qu'on peut être réinjectés dans l'activité post-Covid. Mais fonds dédiés qui aujourd'hui sont à peu près taris, voilà, mais qui nous ont permis quand même d'amorcer une dynamique de relance. En tout cas, voilà, et ça a beaucoup aidé, mais maintenant, il va y avoir la question de comment on fait une fois que ces fonds dédiés ont disparu. Je voulais réagir, mais après, je vais revenir après sur la question du Tamanoir, mais à beaucoup de choses qui ont été dites, même aux chiffres qui ont été présentés, parce que voilà, j'ai pris des petites notes au fur et à mesure. Quand je voyais la présentation, alors même si les chiffres ils sont à prendre entre guillemets par rapport à toutes les précautions que tu as énoncées, Sébastien, d'un côté on voit que les produits des producteurs ont augmenté, ceux de la programmation ont diminué, donc déjà là il y a quand même, voilà, c'est une première question. Quand les subs n'ont pas diminué, mais qu'elles sont restées au même niveau, il ne faut pas oublier qu'en fait les subs elles ont diminué parce que l'inflation, le coût de la vie, donc voilà, il ne faut pas non plus se gargariser de subs qui sont restés au même niveau. Elles, dans la réalité, elles ont diminué. C'est quand même, je pense aussi important à dire. Que par rapport à ce que pouvait souligner Pierre Alexandre, je pense que déjà, voilà, même si la crise Covid a accentué plein de choses au niveau de la production, le changement quand même, voilà, de la production, des habitudes de consommation, en tout cas sur l'univers discographique, ça fait déjà un bout de temps qu'il évolue. Et en fait, ce qui induit que les rémunérations des artistes passent quand même plus par la scène aujourd'hui. Donc c'est pour ça que voilà, c'est assez fondamental aussi que ces espaces de diffusion du spectacle vivant puissent perdurer. Que ce que j'avais noté d'autre, ouais, une pensée quelque part, alors positive, c'est vrai qu'il n'y a jamais eu autant de musique qu'avant, mais et c'est vrai qu'il y a plein de super projets qui sont notamment nés durant la crise Covid, plein de musiciens un peu isolés qui voulaient lancer leurs propres projets, et que c'est vrai que nous, en tant que programmateuristes, j'essaye de le dire aussi, voilà, donc ouais, j'y suis arrivé, en tant que programmateur, programmatrice, on est de plus en plus, voilà, on a plus en plus de projets super bien qu'on aimerait bien programmer.
mais ouais, économiquement, c'est compliqué. Voilà, donc il y a quand même cette profusion qui est quelque part où on pourrait être optimiste par rapport à ça. C'est bien que plus il y a de projets, plus la diversité est représentée. Mais après, est-ce que voilà, il y a des possibilités de les diffuser? C'est vrai que aussi il y a un changement, je pense, assez fondamental depuis la crise Covid dans les habitudes de sortie, de fréquentation, de l'usage, en tout cas des publics. Et donc il y a vraiment une question à se poser. Et c'est vrai que moi j'ai l'impression, en tout cas de mon regard du Tamanoir, que des fois, alors déjà avant la crise Covid, il y avait déjà dans nos lieux le questionnement des publics jeunes, voilà, et on se rendait compte quand même qu'il y avait les publics étaient vieillissants dans la plupart de nos lieux, hormis peut-être les festivals. Euh, et là, on se rend compte qu'il y a des nouvelles attentes aussi au niveau des publics, c'est-à-dire que le format, des fois, concert, coplateau ou première partie, tête d'affiche, il fonctionne moins bien qu'avant et que les gens ils sont plus à la recherche de, de moments conviviaux, festifs, je dirais de type des fois mini-festival dans nos lieux ou des fois ce que peut proposer les friches artistiques, quoi, maintenant ce qu'on appelle les tiers-lieux. C'est-à-dire qu'ils sont plus des fois dans une consommation qui est plus la fête que la curiosité de découvrir des groupes ou des nouveaux artistes. Voilà, j'ai un petit peu cette impression. Quoi dire d'autre? Alors nous, maintenant, d'une manière concrète, au niveau du Tamanoir, avec une programmation que je qualifierais de curieuse et défricheuse, alors là, c'est par contre ce qui nous distingue des nuits atypiques. Après la crise Covid, on n'a pas réussi à retrouver le même niveau de fréquentation. En tout cas, sur des programmations plutôt de découverte, dites d'artistes émergents quand on est sur des coplateaux. Et alors, pourtant, on est sur une petite jauge, hein, 240 places, mais là, par rapport à des plateaux qu'on peut proposer aujourd'hui, il y a une fréquentation entre moins 40%, moins 60% de plateaux similaires qu'on aurait proposé avant la crise Covid. Donc il y a vraiment quand même voilà, des questions à se poser. Et comme je l'expliquais, on a pu se permettre ça pendant les 2 années 22, 21, 22, 23, parce qu'on avait des fonds dédiés qui permettaient d'eux. Mais aujourd'hui, voilà, d'un point de vue économique, même si les fonds propres chez nous les recettes propres voilà, on a beaucoup de subventions quand même, mais voilà, donc sont à la marge. Là, ça pose quand même vraiment des questions économiques sur le modèle économique, parce que à un moment, on ne va pas pouvoir durer comme ça. Quoi vous dire d'autre, parce que c'est peut-être un peu décousu, mais ouais, quand même, on se rend compte aussi dans les chiffres qui ont été présentés tout à l'heure qu'il y a il y a quand même une baisse de l'activité de programmation. Et que ouais, la réalité, c'est que dans des structures où là, il y a des emplois permanents et où donc il y a des frais de fonctionnement, ben, la variable d'ajustement, c'est la programmation. Aujourd'hui, en tout cas, voilà, si on veut maintenir un équilibre économique, donc c'est quand même assez compliqué. Au niveau des publics, alors comme on est en banlieue parisienne, on est aussi face à l'offre pléthorique qu'il peut y avoir en Ile-de-France, donc c'est vraiment compliqué à faire revenir les publics. Et que je crois que le vecteur principal, en tout cas pour arriver à faire venir les publics, reste les artistes. Et que donc c'est important, des artistes qui sont programmés dans des lieux comme le nôtre, que eux communiquent vraiment à fond auprès de leur public potentiel. Et c'est vraiment de plus en plus fondamental. Voilà, je tiens à le dire. Quoi dire d'autre? Alors, voilà, on parle de 2021, 2022, 2023, mais là, maintenant, on est en 2024, et sans vouloir de nouveau plomber un peu l'ambiance, il y a toutes les annonces là d'austérité voilà, qui commencent à arriver, et donc voilà,
visiblement, quand même, il va falloir s'attendre aussi à des réductions ou en tout cas pas d'augmentation des aides dans nos activités. Et moi, je commence à me demander si le nouveau slogan marketing du ministère Mieux produire, mieux diffuser ne va pas se transformer en moins produire, moins diffuser. Voilà, alors peut-être que je plombe un peu l'ambiance en disant ça, mais je crois que c'est quand même un débat et je pense que c'est quand même quelque chose maintenant qu'il va falloir interpeller quand même nos interlocuteurs et nos interlocutrices au niveau de l'État sur ce risque-là. Quoi dire d'autre je ne sais pas, parce que je pense que peut-être le mieux aussi, c'est commencer peut-être un échange avec la salle, ou alors je sais pas. C'est ça, j'allais dire, si l'inspiration n'est plus là, on peut commencer à ouvrir l'échange avec la salle. Il y a déjà, si j'essaie de faire un petit travail de synthèse, on voit quand même que ce que tu dis, ce que les gens cherchent de manière différente, ça résonne un peu avec le début de l'intervention de Maïté, avec ces histoires de balles qui apparaissent, cette envie de se regrouper, d'être dans d'autres formes, on va dire, de consommation, donc de la musique, ce qui pose la question de est-ce que les schémas, les systèmes qui sont en place fonctionnent toujours. Quand on travaille le local, si je fais le lien avec les nuits atypiques, on voit que quand même que sur un festival qui travaille le local, etc., les publics sont toujours là, mais parce qu'il y a un ancrage très, très fort. Donc déjà, c'est aussi un modèle peut-être à réfléchir. Et voilà. Il y a un autre modèle qui a l'air de marcher, c'est quand même les gros trucs mainstream. Pour le coup, eux, ils sont montés en puissance. Donc on est quand même dans un gros rouleau compresseur qui est en train d'avaler la diversité, pour le coup. Donc maintenant, il va falloir en fait rentrer en résistance face à ça et trouver les bonnes solutions face à ça. Donc on l'a dit, le local, d'autres formes peut-être. Dans les programmateurs qui changent, etc., peut-être il y a la question aussi de la transmission. Parce que si les anciens, on va dire, les plus expérimentés s'en vont vers un repos mérité, peut-être qu'il faut aussi former, transmettre les choses. Au niveau de Zone Franche, on a mis dans notre réflexion sur le projet quadriennal qu'on a construit la question de réfléchir à des formations du type comment programme-t-on des musiques du monde ou comment produit-on des musiques du monde pour faire un peu cette passation comme ça générationnelle entre des producteurs qui s'arrêtent et des nouveaux producteurs qui arrivent. Avec la richesse de la jeunesse et tout, et cette force qu'il ne faut pas entraver, mais aussi pour aussi retrouver l'histoire, parce que l'héritage, ça compte. Quand on fait table rase du passé, en général, ça se passe pas très bien. Donc voilà quelques traits d'union que je tâche de faire. Et puis, on a parlé de la découvrabilité, du travail de plaidoyer qu'il y a à faire de manière générale, tant sur le spectacle vivant, mais aussi que sur les plateformes, avec un gros travail à faire qui est d'ordre politique aussi, hein, à un moment donné, et, de légiférer sur ces questions-là, quoi, sur les plateformes, etc. On a le modèle québécois avec lequel on a la chance de travailler au niveau de Zone Franche avec Destiny qui a travaillé justement ces questions-là. Ils ont fait passer une loi assez avant-gardiste au niveau du Québec sur ces questions-là. Donc peut-être qu'il faut s'en inspirer aussi en travaillant ce projet-là. Voilà, donc quelques traits d'union, mais du coup que je étire vers la salle pour ceux et celles qui voudraient intervenir, soit pour parler d'une situation, mais aussi pour un peu dresser, parce que c'est une rencontre du réseau Zone Franche, et cet après-midi on l'élargit avec d'autres fédés, etc. Le but du jeu, c'est pas juste d'être dans la complainte et le constat, mais aussi d'imaginer, vu qu'on est ici une organisation, et cet après-midi plein d'organisations, puisqu'il y aura donc Fédé Lima, FMDT, Félin et France Festival, donc des orgas qui sont censés représenter leurs membres, leur secteur, etc., auprès des institutions. À un moment donné, quelle parole, quelle bataille doit-on saisir pour tenter de renverser la vapeur, ou en tout cas d'agir voilà, face à ces constats pas que négatifs. Il y a aussi des choses positives dont il faut s'inspirer. Oui, bonjour, merci beaucoup. Donc, je suis Stéphane Robert de l'association Cricao à Toulouse. Donc, on est producteur d'artistes. Je suis aussi co-coordinateur d'un truc qui s'appelle le Silo. Pas le Silo à Marseille, mais le Silo coopératif qui accompagne des artistes à la création, qui réunit plusieurs diffuseurs sur l'Occitanie. Et donc moi je voulais réagir à notamment ce qui s'est dit pour les nuits atypiques, parce que moi ce que j'entends, c'est et ce que je perçois par ailleurs sur plusieurs territoires, c'est plus on coopère avec
des partenaires différents, en fait, plus on implique les gens sur le territoire, pas que la culture, mais aussi le social, etc., plus on pérennise en fait les financements parce qu'on n'est pas seul à être concerné par ce qu'on fabrique en fait sur le territoire. Et ce qu'on fabrique, ça raconte une vie sur un territoire, un bassin de vie, etc. Ça, moi, je peux le voir aussi à Toulouse, sur un quartier qui s'appelle Bagatelle, quartier de la politique de la ville, où il y a un centre culturel qui ne désemplit pas et qui quasiment coprogramme avec le centre social, avec le club de Prèves, etc. Et les subs, elles tiennent parce qu'ils sont plusieurs à se sentir concernés. Et du coup, la politique publique, elle vient et elle tient ça, quoi. Ensuite, sur les formes aussi, le bal, on voit bien que la musique occitane, par exemple, elle devient très puissante, même en termes d'esthétique, elle produit des choses extrêmement intéressantes, quoi. Et les modèles qui développent sont hyper intéressants aussi. Il y a des coopératives, voilà, des gens qui fonctionnent comme des coopératives, etc. C'est très innovant. Et on a des festivals comme Baignade Sauvage, par exemple, qui est un tout petit festival le long du Tarn. Mais en termes d'esthétique, les gens, en fait, ils sont pas là pour faire la fête, parce qu'en termes d'esthétique, ça peut être très pointu, comme le festival Jazz à Luce, par exemple, qui se situe dans un tout petit village des Pyrénées, à Luce-Saint-Sauveur. Donc je ne pense pas que c'est... On peut voir des choses très exigeantes, mais dans un environnement, en fait, qui est aussi un environnement de vie. On ne vient pas consommer que du spectacle, quoi. Et je pense que la clé, elle est là, et que nous, les acteurs des musiques du monde, on est très bons pour ça, parce qu'on vient de là. Quelque part, les artistes qu'on présente sont des artistes qui, initialement, sont dans des bassins de vie aussi, qui racontent des histoires, quoi. Et après, ce qui m'interroge aussi par rapport aux données avant, c'est l'exportation augmente. Donc c'est un peu paradoxal pour moi, parce que nous aussi, on fait des projets de territoire, mais on les fait aussi au Japon ou au Venezuela. Et ça, c'est un peu nouveau pour nous. Ce qu'on fait en local, on le fait aussi à l'international, quoi. Voilà. Et après, la nouvelle politique apparemment du ministère qui est d'aller dans la ruralité, ça raconte aussi peut-être quelque chose dont il faut qu'on s'empare parce qu'on a des choses à faire valoir. Alors, pour répondre, je suis tout à fait d'accord avec toi. Par rapport à l'ancrage et à l'association de beaucoup de partenaires de territoire, effectivement. Donc, nous, on travaille avec des médiathèques, des cinémas de proximité, avec qui on travaille encore, évidemment, des communes, des privés, des châteaux viticoles, tout un tas d'acteurs, même des individus, en fait, à titre privé. Et effectivement, ça joue le rôle de l'ancrage, ça joue le rôle comment on appelle ça, les droits culturels, hein, c'est ça. Et ça joue le jeu du faire ensemble. Et effectivement, nous, on se retrouve un peu dans la situation où on coche toutes les cases. Alors, on ne les coche pas parce que les cases se sont présentées et qu'il fallait le faire, mais on les coche de fait, donc tant mieux pour nous. Mais voilà, après, jusqu'à quand ça sera suffisant, je ne suis pas sûre. Et ce qui se produit, c'est que c'est jamais assez, en fait, qu'il va falloir aller du côté de l'EAC, même si on en fait déjà un peu, qu'il va falloir faire plus de médiation, qu'il va falloir aller sur culture et santé, qu'il va falloir aller sur des terrains comme ça. Et en fait, à un moment, on a des limites. Voilà. Après, sur le changement d'attente du public et de pratique. C'est vrai que moi, ce que je peux constater, c'est ce que les gens viennent chercher aux Nuits Atypiques. Ça va être la fête, mais pas toujours, puisqu'on n'est pas le plus festif des festivals. On a aussi beaucoup d'écoute, etc. Mais peut-être que ce qu'ils vont venir chercher, c'est la proximité, la rencontre, puisque chaque proposition artistique est accompagnée soit de paroles d'artistes, rencontres, débats, films, etc. Et on met quand même un point d'honneur à ce qu'il y ait une relation qui se crée entre les artistes et le public autant que possible.
Donc voilà, mais tout ça effectivement dans un désir aussi de convivialité qui compte énormément, avec des moments de partage, de bonne bouffe locale, du pinard local, etc., etc., normal. Voilà, par rapport à ce que tu disais, Maïté, du bal, etc. Oui, c'est clair, ça a carrément le vent en poupe. Notamment le manche-bal, je comprends très bien, en plus qu'on est sur à la fois des esthétiques traditionnelles et ça peut partir un peu plus dans des musiques très actuelles. Donc c'est carrément des propositions vers lesquelles les jeunes générations vont se tourner. Et c'est chouette. Effectivement, le côté renouveau aux nouvelles musiques traditionnelles, la création est très riche dans ces esthétiques et les modèles qui en émergent sont hyper intéressants. Je ne sais pas si tu pensais à Cercle, par exemple, en Béarn. Qui est un super fonctionnement de collectif et horizontal, avec une bonne dynamique de lobbying positif aussi, qui est hyper intéressant. Donc voilà. Et je ne sais plus ce que tu disais d'autre, mais voilà. Bonjour, Cécile de Convivencia, une scène navigante de musique du monde sur le canal du Midi en Occitanie. Merci de vos interventions. C'est marrant, Maïté, quand tu parlais des programmateurs, programmatrices qui ne répondent plus. Je me sentais concernée. Comment ? Oui. Oui, donc je voulais un peu compléter ce qui a été dit. On est, enfin en tout cas à Zone Franche, beaucoup à défendre des projets de territoire et à dépendre donc de financement public. Et c'est de pire en pire, quoi. Les dossiers sont de plus en plus complexes. C'est la course à l'appel à projet. Là, moi, cette année, on n'a pas fait le compte, mais je crois qu'on est à plus de 50 dossiers, alors appel à projet, demande de subvention. Et je vais prendre l'exemple de la subvention région festival en Occitanie. Le dossier donc, qui est de plus en plus complexe. Là, il y a une partie développement durable, je crois il y a 6 pages à compléter avec un plan d'action sur 5 ans. Donc c'est à compléter ça au mois de novembre. Et les notifications, on les a reçues, donc là je parle 2023, fin d'année 2023. L'acompte, la subvention, on l'a reçue fin janvier. Et là, j'ai toujours pas le solde. En 2023, moi, j'ai des subventions, j'ai reçu les notifications, mais j'ai même pas encore l'acompte. Donc moi, j'ai jamais passé autant de temps à relancer, appeler les élus, les techniciens. Franchement, maintenant, une partie de mon travail, c'est appuyer ma collègue en charge de l'administration pour faire le forcing, pour avoir de l'argent, parce que on se retrouve après avoir des problèmes de trésorerie. Après, je me plains pas. Convivencia, structure qui a 34 ans d'existence, bien reconnue. On est quand même bien soutenu. Notre budget, nous, il n'a pas baissé. Il augmente même cette année. En 2024, il va augmenter. Mais c'est franchement la course à l'appel à projet. Et on est plein à défendre des projets de territoire. Alors, voilà, il y a plein de techniciens qui nous accompagnent, qui nous suivent, qui vont dire « Ah, c'est génial, cette proposition, super. Tu devrais répondre à cet appel à projet. En fait, ça ne marche pas. Du coup, parce que tu ne rentres pas dans les cases. » Ils se disent « Ah, mais non, on va plutôt sur cet appel à projet. » Enfin, bon, bref. Donc, je pense que ce que je dis, je pense que c'est partagé. Mais voilà, on passe un temps fou, franchement. Alors, moi, ce n'est pas une critique que je faisais, c'est que je constate simplement que même vous, vos métiers sont venus surréalistes. Quand je dis vous, je parle des programmateurs en général, c'est-à-dire qu'avant, je ne sais pas comment les choses ont évolué, donc je ne sais pas si Patrick, tu es d'accord, c'était plus simple avant.
les relations étaient plus simples. Il me semblait que c'était plus simple, mais je me trompe peut-être. Mais aussi, on a des millefeuilles administratifs, en effet, je le vois bien, moi, sur la gestion de ma structure. Là, je suis dans un truc surréaliste d'essayer de déposer des choses au greffe. Ça fait 3 semaines avec mon comptable qu'on est dessus. On n'y arrive pas. Donc c'est un détail, un peu, on s'en fout, c'est pas grave. Mais ça veut dire qu'on est dans des difficultés administratives aussi, qui font que les programmateurs ne font plus que de la programmation, mais doivent faire tout le reste. Et donc, les gens deviennent non pas inaccessibles, mais c'est normal. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout une critique. Ça fait partie des difficultés qu'on a, mais qui sont les difficultés qui sont liées aussi à vos difficultés à vous. Hein. Voilà. Moi, je suis tout à fait consciente de ça. Et on est quand même beaucoup aussi à faire le boulot de direction et programmation. Avoir double, triple casquette. Oui, je voulais revenir sur les chiffres tout à l'heure. Je ne sais pas si la Fédélima pourra confirmer. Moi, je n'ai pas tout à fait la même vision que ça. En discutant avec d'autres collègues directeurs de SMAC, je pense par exemple à La Sirène, Krakatoa, Barbet, etc., ou même avec le directeur de l'Opéra de Bordeaux, le constat, c'est que 2022 a été une année excessivement difficile, très très compliquée pour tout le monde, avec beaucoup de structures qui ont terminé en déficit, parce qu'il y a eu une surcharge d'activités. Nous, par exemple, on avait 25% de report de concerts Covid, et en même temps, les nouvelles tournées qui se mettaient en place. Donc, on a explosé le nombre de concerts, je sais pas, 230, 240 en 2022, alors qu'on est normalement sur une moyenne à 160, 170. Donc, une suractivité. Et en même temps, 2022, c'est aussi la guerre en Ukraine, et c'est aussi l'explosion des coûts d'électricité. Nous, par exemple, 2022, en fin d'année, on se prend plus 70 000 euros de coûts d'électricité au rocher, voilà, à assumer. Donc 2023, c'est une année qui repart un peu mieux. Et 2022, le public n'est pas dans les salles. On fait des scores qui sont relativement catastrophiques, notamment sur tout le premier semestre. Moi, j'ai des souvenirs terribles. Je ne pouvais même pas rester dans la salle tellement j'avais honte. Je veux dire, accueillir Théo Secaldi avec Coutou et avoir 60 personnes dans la salle, je préférais rentrer chez moi, quoi. Voilà. Donc, c'était ça quand même, ce semestre-là. Ça a commencé à repartir sur la fin 22. 2023, c'était un peu mieux. Effectivement, 2024, c'est aussi le constat des autres SMAC. Enfin, on verra après ce que dit Bruno tout à l'heure, mais 2024 est effectivement une espèce d'année euphorique qui ne va pas durer, il ne faut pas rêver, mais qui est plutôt une année euphorique. Alors là, je parle musique actuelle en général, je ne parle pas musique du monde, hein, je parle de toutes les musiques. Au sens où il y a énormément de demandes, on explose les scores, on revient, on est sur vraiment les scores de 2019 en termes de fréquentation. Ouais. Après, nous, on est dans une région qui est privilégiée, le sud-ouest, donc comme tu le disais, effectivement, on n'a quasiment pas il n'y a pas de baisse de financement public des collectivités territoriales. On est dans une région où il y a encore des départements qui financent la culture, ce n'est pas le cas partout. Mais nous, par exemple, le conseil départemental de la Gironde, ça représente plus de 100 000 euros. Donc c'est un gros investissement pour un département qui est au bord de la faillite là, actuellement. Puisque vous savez que les départements sont dans des situations économiques catastrophiques, puisqu'ils n'ont pas eu les compensations de l'État sur tout le social, etc. Une région qui est aussi, il faut le dire, en pointe en matière culturelle, une volonté politique, hein, président de région et son entourage qui soutiennent très fermement une politique culturelle forte. Donc on est vraiment dans une région privilégiée, qui n'est pas bien sûr la région Rhône-Alpes ou la région PACA. Donc avec aussi nous une ville, Senon, 27 000 habitants, un engagement très très fort sur le plan financier du maire, sur un territoire politique de la ville. Hein. Senon, c'est une ville qui est classée politique de la ville depuis toujours. Donc qui est pas riche, mais qui a fait le choix de soutenir, d'investir sur la culture. Donc la situation, pour moi, elle fausse un peu le paysage global, mais voilà, en tous les cas, pour moi, 2022, c'est vraiment une année terrible. Mais pas que pour moi, enfin vraiment, on est plusieurs à avoir vécu ça, de suractivité, de déficit, etc. Et là, aujourd'hui, ça semble repartir. Après,
il vient d'y avoir là un soutien financier à toutes les SMAC de France. Hein. Les 92 SMAC ont bénéficié d'un soutien financier qui n'est pas égalitaire, mais qui est basé sur l'équité, c'est-à-dire donc des financements qui vont de 10 000 € à 55 000 € en fonction de l'état financier des SMAC. Donc ça a sauvé certaines SMAC de petite capacité, par exemple. Donc ça vient de tomber, et ce sont des financements pérennes qui seront reconduits tous les ans. Sur notre métier, on écoute de moins en moins de musique, bah oui, c'est vrai. Moi, j'ai décidé de me forcer à venir, y compris ici sur Paris, pour voir des concerts, écouter, etc., parce que j'en ai marre de faire de l'administratif. Mais l'administratif, c'est pas, bien sûr, c'est facile de dire, c'est les demandes de subventions, etc. Oui, nous, on fait à peu près 45 dossiers par an de demandes de subventions, appels à projets, fonds européens, etc. Bon, donc on est 3 dessus, 3 à s'occuper de ça, en plus du reste, parce que il n'y a personne qui ne fait que des dossiers de demande de subvention. Donc c'est un gros travail, mais c'est aussi, moi je renvoie la balle aussi aux producteurs. Alors bien sûr, ils ne sont pas ici, les producteurs à qui je renvoie la balle, mais nous, on a une salle qui fait 1200 places debout. Donc, et on a une programmation qui va au-delà des musiques du monde. Donc on a beaucoup de rap, beaucoup de musique actuelle, etc. Enfin, même dans les musiques du monde, là encore hier soir, je crois que j'ai refait pour la 5e fois un budget prévisionnel pour Flavia Coelho. Parce que je reçois un mail de Blue Line qui me dit, alors, on change la première partie, tu prévois 400 € et on sera plus de 10 sur la route, mais 7. Donc tu modifies le niveau des hôtels et tu me renvoies un budget adapté. Enfin, je veux dire, on est des comptables, quoi. On est des comptables en permanence. On parle d'un budget prévisionnel. Je veux dire, qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'il y ait 7 chambres au lieu de 10, on réajuste à la fin, puis c'est tout. Mais on passe notre temps à ça. Avec dès qu'on a, nous, des concerts dans la grande salle, c'est un cauchemar. Alors, pas avec toutes les prods, effectivement. Je suis désolé de le dire, mais c'est plus simple de travailler avec Live Nation qu'avec certains producteurs comme ceux que je viens de citer, quoi. Parce qu'effectivement, je ne refais pas les budgets 150 fois avec Live Nation. C'est tout. Et là, moi, il y a des moments, j'en peux plus de ça. Franchement, c'est ce qui me donne envie d'arrêter plutôt que prévu, parce que je me dis, mais moi, je n'ai pas fait ce métier pour ça. Alors, je ne veux pas tomber dans le c'était mieux avant, mais effectivement, les choses étaient plus simples. Les choses étaient plus simples. Et je veux dire, aujourd'hui, personne n'a confiance. Personne n'a confiance. Si on nous demande de refaire des budgets prévisionnels sans arrêt, c'est parce que personne n'a confiance. Tout le monde pense qu'on va gratter sur tout, qu'on va piquer du fric, je ne sais quoi. Enfin, c'est un climat qui est assez délétère. Et effectivement, qui s'est détérioré depuis la reprise des activités. Voilà. Et en plus, alors maintenant aussi un contexte économique qui a changé. Avec nous sur Bordeaux, on a maintenant des producteurs privés qui se mettent aussi à être promoteurs locaux pour d'autres producteurs. Donc voilà, donc c'est tout le monde. Moi, il y a des choses complètement aberrantes. Je veux dire, on peut très bien, par exemple, nous, avoir un producteur privé qui vient nous louer la salle pour faire Tikanja Fakoli, qu'on a déjà fait quand même X fois. Mais ça, on peut être dans ce genre d'absurdité, quoi. Oui, bien sûr, oui. Oui, ça remplit. Qui a envie d'enchaîner après ça? Bonne question. Moi, je voudrais quand même juste relativiser sur l'euphorie de 2024, parce que je ne crois pas qu'elle soit ressentie partout et dans tous les endroits. Et voilà, ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport au Tamanoir, auprès d'autres collègues, en tout cas dans des lieux, dans des salles de banlieue parisienne, il y a quand même voilà, ce déficit vraiment du public qui est inquiétant, quoi, voilà. Et alors, tout à l'heure, j'étais plutôt optimiste, mais là, je veux relativiser aussi sur. C'est super bien qu'il y ait eu une prise en considération avec une aide fléchée sur les SMAC. Mais il ne faut pas oublier que bon, les SMAC, il y en a un certain nombre en France, mais que la diffusion des musiques dites du monde, elle passe par beaucoup d'autres types de structuration et qui n'ont pas eu cette augmentation. Voilà, donc il ne faut pas l'oublier non plus. Et il faut relativiser le côté optimiste. Voilà. C'est bien parce que ça nous ouvre vers la discussion déjà de cet après-midi. Boris est arrivé, coordinateur de la Fidélima, il est en haut, donc je pense qu'on parlera tout à l'heure de la fréquentation. Si tu as des chiffres, tu pourras. Parce qu'en effet, voilà, d'un cas à l'autre, ça va forcément changer.
Et ce qui est intéressant de savoir, c'est aussi pourquoi dans ce cas-là ça marche et pourquoi dans ce cas-là ça ne marche plus, et quels sont les phénomènes qu'il y a derrière et qu'est-ce qu'il faut travailler. On arrive au moment d'aller déjeuner. On peut peut-être prendre, qu'on a démarré avec un petit peu de retard, donc on va s'autoriser 2 minutes de retard, c'est 12h03. On va s'autoriser 5 minutes, on va dire, de retard s'il y a une question supplémentaire, sinon c'est pas grave, on sera à l'heure. Oui, bonjour tout le monde. Bon, moi, je suis Roch Amédée Banzouzi, donc je parle juste au nom du petit point qui se trouve à Yaoundé, de Zone Franche, quoi, et Réseau Musique du Monde. Donc, les problèmes que j'entends ici, surtout chez nous, ça, on ne peut pas. Déjà, c'est déjà fort pour vous. Donc, chez nous, c'est encore plus. Je ne sais pas si c'est plus compliqué, mais c'est. Voilà quoi. Donc, moi, je suis artiste comédien et je m'occupe d'une association au Cameroun, Drums Bantou. Je ne peux pas parler de l'Afrique parce que l'Afrique, c'est déjà un grand continent de 56 pays. Donc, moi, je ne suis que du Congo-Brazzaville, donc où je suis originaire, et puis au Cameroun où je travaille beaucoup. J'habite en France depuis une trentaine d'années, où je tourne des spectacles de théâtre, de musique et tout. Donc c'est pour parler en tout des problèmes que j'entends sur la Covid qui a renfloué d'autres caisses, qui a fait du bien, mais bon. Mais à notre niveau, la Covid, ça n'a renfloué rien, ça n'a rien fait, puisque déjà, que ce soit les subventions, ça n'existe pas. Et pour pouvoir venir tourner avec, par exemple, les troupes qu'on s'occupe de là-bas, il faut passer par des réseaux ou l'Institut français ou d'autres, parce que nous gouvernons, bon. Vous connaissez, hein, aujourd'hui, on parle à enlever tel président pour pouvoir peut-être avoir quelque chose, faire tel coup d'État pour pouvoir peut-être construire des écoles et tout. Être bien dans la culture, c'est un peu le parent, hein, un peu pauvre. On ne peut pas parler de phono parce que les disques, on n'en fait pas. Déjà, c'était difficile d'en acheter quand tout était bien. Mais aujourd'hui, que le CD ne sert plus à rien et qu'on a mis tous les Walkman, les magnétoscopes, les disques dans le portable, donc voilà, c'est encore pire parce qu'avant, c'était déjà la copie, on vendait au marché, et voilà, ça valait rien. Donc aujourd'hui, ça vaut encore rien du tout, quoi. Donc on s'est mis en collectif aujourd'hui pour pouvoir aider, par exemple, des jeunes qui veulent venir tourner ici, qui ont vu une petite appel d'offres pour avoir une subvention, mais on leur demande, il faut un plan comptable, il faut une lettre de motivation, il faut un CD, un disque, un tout. Bon, tout ça pour remplir en Afrique, c'est très compliqué. Donc, nous sommes en collectif pour pouvoir les aider un peu à remplir tout ça. Donc, on est dans ces problèmes-là de pouvoir chercher comment essayer d'aller tourner là-bas, comment d'aller tourner déjà en étant au Congo ou bien au Cameroun, d'aller tourner à Abidjan, quoi. D'aller tourner à Abidjan, en sachant que quand on va tourner à Abidjan, si on nous paye 100 000, quoi. Les 100 000, on va les convertir en euros. On va perdre 30 000 et puis on viendra au Cameroun, on va les convertir encore en CFA camerounais. On va prendre encore 30 000, donc il va nous rester 60 000 à partager avec... voilà. Donc c'est ça, ces problèmes-là déjà qu'on essaie déjà de se battre. Donc quand j'entends qu'ici, c'est déjà compliqué, donc chez nous... je ne sais pas ce qu'on va devenir, mais bon, on espère qu'aujourd'hui l'Afrique se réveille, dit-on. Ça se réveille un peu, hein. On commence à botter un peu tout le monde dehors pour voir qu'on va se prendre en main nous-mêmes. On a la terre qui est riche, on peut se vivre. Nous, on peut produire tout le monde. On peut produire le monde entier. Le Congo démocratique peut produire le monde entier. On peut donner des subventions à tout le monde. Parce qu'on a la terre qui est riche, qui est tout, mais bon. Voilà, donc on cherche déjà à se sortir de ça pour savoir comment on peut faire pour pouvoir produire tout le monde et que tout redevienne comme avant, un peu, voilà. Donc, je suis un peu dubitatif de comment ça évolue aujourd'hui pour les salles qui se remplissent plus, on va plus voir les spectacles et tout ça. Et moi, je suis allé voir les Tambours de Brazzaville il n'y a pas très longtemps à Grigny, mais c'est un groupe quand on a commencé dans les années... Ah, Villiers-le-Bel. En 93, quand ça a commencé, et nous on tournait aussi, mais on jouait devant 4 000, 5 000 personnes. Aujourd'hui, voilà. Quand c'est 100 personnes, c'est déjà beaucoup. Donc on ne sait pas, peut-être c'est changement de paradigme. Il faut se dire aussi ça. Peut-être qu'il
il faut voir. Peut-être que demain, après, ça va aller, quoi, en tout cas. Voilà, c'était juste cette contribution que je voulais faire. Mais bon, on fait la débrouille, on continue de se débrouiller. Et si vous vous en sortez, peut-être nous aussi, on s'en sortira, peut-être. Voilà, merci. Excellent. Merci beaucoup pour ce regard qui nous décentre aussi. On va revenir cet après-midi sur les discussions du jour parce qu'on va aborder, mais ce coup-ci de manière un peu méta, les choses dont on a parlé, cette pression administrative, ce manque de confiance, comment ça se passe aussi avec les autres secteurs, les autres orgas. C'est sans doute structurel, c'est pas propre qu'aux musiques du monde, évidemment, ces questions-là. Les questions écologiques, on y est beaucoup engagé à Zone Franche, je pense que tout le monde le sait, mais en effet, la question des éco-responsables, voilà, typiquement, voilà comment on transforme. Il y a un proverbe qui dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. En voici un bon exemple, c'est-à-dire les dossiers de région qui deviennent incommensurablement compliqués à remplir parce qu'il faut s'engager sur des trucs, des plans à 5 ans écologiques, etc. On est vraiment les premiers à militer pour l'engagement écologique, mais l'éco-responsabilité et de telles exigences techno, en fait, c'est que de l'exigence techno, quoi. Voilà. Et pendant ce temps-là, les plus gros pollueurs, qui ne sont pas les petites organisations comme Convivencia ou comme les Nuits Atypiques, les gros pollueurs qui sont les gros événements dans les stades de France qui font venir du public de toute l'Europe, il n'y a pas d'éco-conditionnalité puisqu'il n'y a pas de subvention de toute façon. Donc c'est le droit à la pollution absolue, en fait, du coup. Et c'est les plus petits acteurs qui sont souvent les plus engagés qui, du coup, se retrouvent surfragilisés parce que, par contre, on va avoir des exigences à leur égard sur les dossiers de sub, etc. Donc ça, c'est aussi un des axes peut-être de travail qu'on peut faire au sein du réseau, au sein de tous les orgas, une action inter-orga, etc. sur ces questions-là, quoi. Par exemple, à la conférence sur l'écologie à Babel Music XP, Amandine, quand on l'avait préparé, on a sorti l'idée de pourquoi pas, il y a la taxe streaming, mais pourquoi pas faire une taxe sur les gros événements, une taxe écolo sur les gros événements, sur les Hellfest et compagnie, là, qu'ils aient une taxe de billetterie dédiée à l'écologie, quoi, et qui financera les actions écologiques des plus petits acteurs, par exemple. À un moment donné, ça passe aussi par ça. Peut-être c'est une solution ou pas. Mais en tout cas, voilà. Bon, mais on se revoit. Rendez-vous 13h30 pour l'accueil café, thé, etc. Donc, n'en prenez pas en resto. Il vous sera offert ici. Et puis, les débats démarrent à 14h. Voilà. Bon appétit.